Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre première vidéo reportage chez InReal Game. Et pas des moindres puisque nous avons été invités chez Ubisoft aujourd'hui en avant-première un petit peu tout simplement pour tester Watch Dogs 2. Alors si vous voulez clairement du gameplay, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas de votre écran. Par contre si vous voulez voir un petit peu les behind the scenes et ce qui se passe un petit peu à l'intérieur avec bien évidemment des bonus, je vous invite à me suivre, c'est parti. C'est à San Francisco, Sabé et son pôle de développement technologique que nous incarnons Marcus Holloway, jeune homme moderne, stylé, agile, malin, mais surtout membre de DedSec. Son rôle est de dénoncer la corruption et reprendre le contrôle sur le système en place rendu toujours aussi complexe à cause de CityOS 2.0. C'est là qu'intervient DedSec justement, obéissant aux valeurs telles que le droit humain et le refus d'être asservi par la technologie. Et pour parler du jeu, justement, nous ne sommes pas seuls. Je te souhaite la bienvenue Damien, voilà, je te laisse te présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis donc Damien Jamet et je suis responsable de la marque Watch Dogs en France. Voilà, donc je suis entièrement dédié à Watch Dogs. C'est génial. Alors du coup, je vais te poser quelques questions. Commençons par le développement du jeu, tout simplement. Avec plaisir. Et je vais te poser la première question. Combien de temps de développement pour ce jeu ? Alors c'est un projet assez colossal, hein. C'est des énormes mondes ouverts. Ça fait même plus de 3 ans que le jeu est en gestation. D'accord. Ça représente un gros développement, de nombreuses équipes. J'anticipe justement, mais on a aujourd'hui... Alors c'est dur de donner un nombre précis, mais on est sur des centaines et des centaines de développeurs qui travaillent en parallèle sur le jeu. D'accord, quand même. C'est énorme. C'est assez conséquent, ouais. Absolument. Et le développement se passe où, généralement ? Alors il est ce qu'on appelle lead, le studio lead, celui qui est le studio principal sur le jeu, c'est Montréal, qui est à l'origine des autres franchises d'Ubisoft comme Assassin's Creed, Far Cry, donc c'est un studio de vétérans. Mais ils se font aider en fait par plein d'autres studios dans le monde entier. Il y en a au moins 6 et puis ça dépend qui travaillent sur différents aspects. Sur la vidéo, d'autres sur le design. Par exemple, la conduite est réalisée chez Reflection, qui est en Angleterre. D'accord. Par exemple, voilà. Donc il y a des choses, des spécialités que chaque studio ont et qui viennent implémenter ce nouveau jeu Watch Dogs 2. Exactement. Super. Alors du coup, on va se poser un petit peu sur le personnage. Voilà, qui est Marcus, du coup le personnage le plus important de cette histoire, je pense, quand même. Oui. Donc, on connaît en gros la ligne directrice de ce Marcus. On sait qu'il maintenant il bosse pour DedSec, voilà, qu'il est membre actif, du coup, très actif puisqu'il réalise lui-même les missions en compagnie de plusieurs protagonistes. Absolument. Et mais surtout, en fait, on a très peu d'infos sur l'avant DedSec. Qui est Marcus au final ? Alors c'est un personnage très intéressant, je peux pas trop vous en dire parce que des choses qui sont racontées aussi au début du jeu, je suis pas là trop pour vous spoiler les joueurs, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que Marcus c'est un mec qui a grandi à Oakland. Alors Oakland c'est une ville qui est de l'autre côté de San Francisco sur la baie. D'accord. Une ville un peu plus chaude où il y a des ghettos un peu compliqués et grandir là-bas est pas toujours facile de ce que j'ai compris. Et donc Marcus en fait ce qui se passe c'est qu'il s'est vite réfugié dans l'informatique, dans sa passion pour les ordinateurs, donc très tôt il est devenu brillant, il manipule tous ces outils à la perfection et donc il s'est orienté vers le hacking parce que c'est quelque chose qu'il sait très très bien faire. Et en fait ce qui va se passer c'est que il va être victime du CityOS 2.0, donc cette nouvelle version de ce qu'on avait déjà évoqué dans le premier Watch Dogs, un système qui récupère les données de tout le monde, de la ville, des citoyens, pour mieux les manipuler, pour mieux les surveiller. Et du coup le problème c'est qu'ils vont mettre en place des algorithmes de prédiction, ça existe déjà dans le monde réel, il y a des policiers et des polices dans le monde à certains endroits du monde qui utilisent des algorithmes qui leur disent dans tel quartier, à tel endroit, il y a plus de probabilité qu'un crime soit commis. Et en fait, à cause de ces données qui sont moulinées et qui accusent des gens ou des endroits, Marcus va se retrouver accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. D'accord. Donc évidemment, ça va le rendre furax. Évidemment. Et ils sont mal tombés, ils sont tombés sur un hacker de génie. Il va aller lui-même commencer à attaquer la société qui détient le CityOS et il va se faire repérer par DedSec, qui va avoir en lui en fait la personne avec qui ils peuvent réaliser des grandes choses. D'accord. Donc là, clairement, on se bat massivement contre quoi du coup ? Contre un système en place, contre de la corruption, contre quoi ? On se bat contre le système. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que l'ennemi numéro 1 c'est le système. Il va être incarné
par certains personnages dans le jeu. Je pense notamment à quelqu'un qu'on vient de présenter tout juste, qui est le CTO, comme on l'appelle, de Bloom, la société qui détient le CTOS. Lui est un ennemi physique qu'ils vont devoir affronter, mais c'est vraiment le système qui est injuste, qui manipule les citoyens, qui les surveille encore une fois, et DeadSec veut absolument se battre contre ça. D'accord. Et du coup, en termes de motivation, concernant Marcus, j'entends, bon après plus largement bien entendu sur DeadSec, en termes de motivation, c'est quelqu'un, j'imagine, d'extrêmement déterminé pour le coup. Tout à fait, et qu'il est à cause de ce qu'il a vécu aussi. Exactement. Et toutes les injustices qu'il a pu voir. C'est clairement de la vengeance, de la vraie rancœur contre un système en place. Ouais, mais pas de la vengeance personnelle en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est en fait, il fait ça pour tout le monde, pour les citoyens, pour tout ça. Il veut attaquer les entreprises qui manipulent ces données, qui les revendent en fait massivement. Ce qui se passe réellement. Lui, il se bat en fait pour tout le monde. Pour moi, c'est un peu un Robin des Bois des temps modernes en fait. Il veut pas que ce qui lui est arrivé arrive à d'autres personnes. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et à côté de ça, il veut aussi peut-être faire prendre conscience à la population qu'elle est en total mouton. Et il y a très clairement de ça, vous verrez dans les cinématiques du jeu, mais il y a des discours qui vont dans ce sens là évidemment. D'accord. Mais je tiens à préciser qu'à côté de ça, ça paraît très sérieux. Marcus, c'est aussi un mec qui est super fun. DeadSec, le collectif est super fun. Bien sûr, il fait tout ça de manière très sérieuse, mais comme une grande partie des hackers fait partie de leur culture, ils le font avec beaucoup de LOL, si on peut dire ça comme ça. De LOL, à fond. Et dans le jeu, ça n'arrête pas. Donc du coup, on va parler rapidement du trait de caractère de Marcus, puisque pour terminer sur ce personnage, on va pas y passer 3 heures. Bien sûr. Mais en gros, c'est un personnage donc en souffrance quelque part. Si on analyse un peu la situation, donc encore une fois animé par cette pseudo-vengeance, mais non personnelle par contre. Et comment c'est pas quelqu'un qui est un meurtrier, c'est là où en fait où je veux en venir. Non, du tout. Je pense qu'on peut le voir comme un rebelle, fondamentalement. C'est un mec qui aime bien toujours flirter avec les limites, avec les règles. C'est pas quelqu'un qui suit sagement dans son coin. Par contre, c'est un mec qui est super fun, super sociable, super intelligent, brillant. Et c'est pas du tout quelqu'un qui... Enfin voilà, le jeu de toute façon ne nous invite pas à être un criminel. Il y a plein de solutions pour ne pas tuer ses ennemis, pour réussir ses missions sans forcément créer le chaos. Après, il y a un petit côté RP, un côté roleplay dans le jeu si vous voulez faire un peu n'importe et semer le chaos partout, vous pouvez aussi, évidemment, c'est un monde ouvert. Mais le jeu ne nous invite pas forcément à ça et c'est pas forcément la philosophie de Marcus. D'accord, donc c'est quelqu'un en fait d'assez honnête et assez sain en fait, dans l'idée, en surcouche du moins. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut défendre les citoyens mais qui est capable de faire un peu tout quand il s'agit de ses ennemis. D'accord. Donc parlons rapidement de son arsenal. Il a des armes, bien évidemment, mais encore une fois, vu que c'est pas un criminel, elles ne sont pas létales. Alors, il y en a. Parce qu'on va pas affronter encore une fois que des gens sains et sereins dans le jeu. Il y a des gangs, on y reviendra peut-être, mais il y a quand même des personnages musclés qu'on va affronter. Mais il a toute une série en fait d'armes qui sont pas létales. Donc déjà, il a sa fameuse boule qu'il a toujours sur lui, c'est une arme de corps à corps, on appelle ça le Thunderbolt, c'est une boule de billard enrobée autour d'une corde en fait. Très violent. C'est assez violent et manipulé, ça va vite. Il y a des vidéos d'ailleurs sur YouTube qui sont assez dingues à ce sujet-là, ça existe vraiment. Il a un taser, donc ce qui permet d'éliminer vos ennemis sans les tuer. Alors après, il faut se grouiller parce que ça se réveille forcément au bout d'un moment, mais c'est assez efficace. Mais à côté de ça, il y a quand même tout un arsenal d'armes létales qu'on pourra d'ailleurs naturellement prendre sur les policiers, les gangs qu'on aura éliminés ou neutralisés. Voilà. Donc du coup, les armes, il y a une évolution. On peut parler rapidement d'une imprimante 3D. Pour lancer un petit peu le truc. J'imagine qu'en fait, on pourra créer ses propres armes après, une table de craft en fait. C'est un peu ça. En fait, l'imprimante 3D, ça vient un peu de... Les hackers, en fait, il y a la culture des makers aussi, de je le fais moi-même, le do it yourself, qui est beaucoup là-dedans. On aime bien fabriquer, ils aiment bien customiser, ils aiment bien reprogrammer les choses à leur manière. Et ça va un peu dans ce sens-là. Dans leur QG, DeadSec, ils ont une imprimante 3D, donc une grosse imprimante 3D, par laquelle vous allez pouvoir imprimer des nouvelles armes, avec des couleurs assez rigolotes. Enfin, vous allez pouvoir faire des trucs assez cool personnalisés et notamment des drones aussi. D'accord. Voilà. Mais du coup, la question que je me pose, qui n'est pas notée, du coup, voilà, je rebondis sur tes propos. Non. Dis donc. Donc au final, il y a eu une vraie recherche de la part des développeurs, côté hacking autant qu'au côté imprimante 3D, plan, Thunderbolt. Alors c'est une question qui est intéressante parce que je pense que s'il y a bien quelque chose qui différencie Watch Dogs 2 du premier, c'est qu'il y a une volonté de transpirer le hacking dans tout.
c'est-à-dire l'état d'esprit, dans la documentation. On cherche, alors ça reste un jeu vidéo, on va pas demander aux joueurs de faire des lignes de code et de connaître toutes les commandes, mais c'est un jeu qui essaye en tout cas de reproduire le plus authentiquement possible la culture du hacking et les hackers. Et pour ça, les équipes sont vraiment allées rencontrer des hackers, sont vraiment allées discuter beaucoup avec eux, à la fois pour comprendre leur motivation, leur manière de penser, comment ils le font, pourquoi ils le font, tout ça. Et on essaye d'avoir un max de code à l'intérieur. Et j'espère qu'en tout cas, la communauté des hackers va s'y retrouver aussi dans le jeu et va trouver ça intéressant pour eux. Très clairement. Mais c'est aussi l'avantage d'être accessible pour les non-hackers, du coup. Et bien sûr, ça reste un jeu et voilà. on propose aux non-hackers aussi de découvrir cette culture et de ne pas être complètement paumé à l'intérieur. On ne va pas parler encore une fois que de code à l'intérieur du jeu. Voilà, c'est normal. Mais voilà, à vous de juger, mais je trouve qu'on on a essayé d'être le plus authentique possible. Très clairement. Du coup, on va parler rapidement du gameplay. C'est vrai que on va pas parler de point noir parce que c'était pas réellement un point noir sur Watch Dogs 1. Bien évidemment, je pense que tu vois où je veux en venir, c'est la conduite de Watch Dogs 1 qui avait été critiquée. Alors là, clairement, où est-ce qu'on en est sur Watch Dogs 2 là-dessus? Moi, j'ai pris la manette en main, donc je peux me permettre déjà de m'exprimer rapidement. Ça a été revu, très clairement, ça a été refondu. Je dirais même quasiment, on peut parler de refonte. Ouais, vraiment. Voilà, et aujourd'hui, c'est réussi. Ça a même très loin en fonction des modèles des véhicules. Il y a vraiment une inertie différente entre une moto, un vieux tacos tout pourri, alors qu'on prend une bagnole berline aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose d'assez poussé. Comment en fait, comment vous en êtes arrivé à refondre en fait ce système? Alors déjà, je suis très content que tu aies apprécié cette nouvelle conduite parce que voilà, c'est une question clé. C'est beaucoup de boulot, je pense. Ouais, c'est beaucoup de boulot et c'était super. Voilà, on va pas se mentir, toutes les équipes de prod ont lu sincèrement mais tous les retours de joueurs sur le premier. On sait qu'il y avait des vrais points améliorés et la conduite en faisait partie. Donc ils sont beaucoup inspirés de tout ça et c'est exactement ça en fait, ils ont pris exactement les retours. Alors il y a des retours contradictoires, il y en a qui veulent plus de simu, plus d'arcade, donc on peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas on a essayé, le studio de Reflection justement qui s'est complètement remis dessus, qui a refait le moteur de conduite, a essayé en tout cas d'avoir une nouvelle conduite, une nouvelle sensation, que c'est le plus accessible possible pour tout le monde et que ça plaise un peu à tout le monde. Et là effectivement où je suis content que tu l'aies remarqué, c'est qu'il y a un boulot énorme sur les différents modèles. Toutes les voitures vont vraiment pas se conduire de la même manière et d'ailleurs des joueurs vont avoir peut-être du mal à s'y retrouver avec des voitures qui savonnent un peu plus et d'autres qui sont plus rigides, mais c'est normal, c'est comme ça. Et voilà, il y a un boulot vraiment, un gros boulot qui a été fait sur les différents modèles. Il y a surtout un très bon milieu parce qu'en fait on n'est pas dans la simulation, mais quelque part on va obéir à certaines règles. Merci, notamment les virages. Si on désaccélère dans un virage, bien évidemment on va tourner beaucoup plus vite, alors que si on accélère on va adhérer dans le virage et potentiellement foncer dans le mur. C'est pas un classique, c'est-à-dire qu'on retrouve pas ça ailleurs, très clairement. Je suis ravi de l'entendre, parce que c'est ce que vraiment le studio a essayé de faire. Encore une fois, tout ce que je peux espérer, c'est que cette fois les joueurs vont être vraiment conquis par la conduite. Voilà. Ouais, c'est important, clairement. On sait que c'est un élément clé, c'est un monde ouvert, on se déplace tout le temps en caisse, donc il faut que ce soit mieux. Voilà. Voilà, c'est réussi en tout cas, merci, c'est sûr. Tant mieux. Voilà. On va rapidement s'arrêter sur la ville. Ouais. Alors la ville, énorme boulot. Je dis pas ça parce qu'on est avec Ubisoft. C'est gentil. Énorme boulot, honnêtement. J'étais très impressionné. Voilà, très clairement. C'est-à-dire que dans Watch Dogs 1, en fait, tout se passait en fonction de nous et autour de nous. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en fait d'être dans une ville en tant que spectateur et les événements ne sont pas forcément liés à notre personne, mais vont quand même se dérouler. Et on va être totalement hors contexte, par exemple, à certains moments. Alors comment en fait vous avez réussi à implanter ce genre de choses? Comment je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en parler? C'était des feedbacks? Alors ça pour le coup c'était surtout une volonté. Alors chez Ubisoft mine de rien on commence à avoir fait pas mal de monde ouvert dans les différents jeux qu'on a et en fait on essaye toujours d'aller un peu plus loin. Dans Watch Dogs on avait vraiment fait un truc de dingue, c'était d'arriver à donner à tout le monde une identité. On avait même écrit une histoire pour tous les personnages en fait qu'on croisait dans la rue, on pouvait le voir quand on les piratait. Mais comme tu dis, ils interagissaient à partir du moment où nous on interagissait avec eux. Et là c'était la volonté, c'était de se dire mais en fait c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité et on a voulu pousser ce qu'on appelle le systémique encore plus loin, c'est-à-dire que effectivement on se pose dans un endroit, on regarde ce qui se passe autour de nous et les gens vont tous interagir entre eux. On est spectateur en fait du truc. J'ai vécu des situations où je sors d'un shop, hop, il y a un mec qui est en train de taper une voiture avec une batte de baseball. D'un seul coup, il y a une nana qui le voit, qui regarde, qui allume son téléphone, qui appelle les flics arrivent.
Et en fait tout le monde se met à s'embrouiller, j'ai absolument rien fait dans l'histoire. Moi j'ai juste été là, c'est juste que la machine dit voilà, un tel est là, un autre arrive à ce moment-là, il le voit faire ça donc il réagit. Et c'était pas scripté, c'est pas un truc qu'on a dit à chaque fois que tu passes là, il se passe ça. Oui, voilà. Pas du tout. C'est vraiment parce que ces deux personnes, au fur et à mesure de leur pérégrination dans la ville, se sont croisées à ce moment-là. Et c'est pareil avec Marcus, c'est-à-dire que et là on revient à nos interactions à nous, mais on a des emotes dans le jeu, on peut faire coucou, on peut insulter les gens, et rien que ça c'est pareil, n'importe qui qu'on va croiser, si je lui fais coucou, il va faire hey, salut, c'est cool, si je me mets à danser, ils vont commencer à me prendre en photo, si je l'insulte, ils vont me repousser. Il y a vraiment cette volonté d'avoir des interactions justes et humaines, vraiment, de pousser l'intelligence artificielle encore plus loin, et je crois que ça marche bien. Ah mais c'est extrêmement réussi parce que en plus chaque passant entre guillemets à son propre caractère. C'est ça. Et par exemple, je me suis retrouvé moi en train d'être présent en fait à un mariage, voilà. Et bon bah je dis bonjour à la nana, ça plaît pas au mec, il me met un taquet, il me fait qu'est-ce que tu fais là, voilà. Ou alors je prends un selfie et il y a un gars derrière qui vient le faire. Ils aiment pas tout ça. C'est génial, le mec il fait derrière moi ça alors que je voulais juste un selfie posé. Je trouve ça énorme parce que c'est un naturel. Un naturel là tout simplement. Encore, tant mieux, c'est exactement le but. C'est que ça vive de manière naturelle et pas forcément parce qu'on est là. Nombre de fois où j'ai vu des chiens qui étaient en train de courser des mecs dans la rue qui se mettent à courir, on sait pas pourquoi. Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas suivi le début, mais voilà, j'arrive en plein milieu d'un truc. C'est ça, et notamment Bug qui est cadreur là aujourd'hui, a également testé le jeu ce matin en même temps que moi dans la même session. Il s'est retrouvé avec les chiens qui poursuivaient un drone. Ah oui. Voilà, ça c'est énorme. Pourquoi pas. Des chiens qui font des choses sexuelles entre eux, mais c'est la nature aussi. Oui, ou qui font leurs besoins, j'en ai surpris régulièrement dans les parcs. Voilà, mais c'est génial parce que en termes d'ambiance, c'est extrêmement immersif et puis ça fait marrer. Et c'est ça, c'est le détail. C'est tout ça. On veut que le joueur s'amuse avec chaque détail du jeu en fait. Et voilà, on espère sincèrement que ça va le faire. Donc on va passer au prochain sujet, l'histoire principale. Donc c'est à travers différentes missions qu'on va progresser bien évidemment. Alors les missions on va pas en parler parce qu'on n'a pas envie de spoil. Non, toi, je veux pas. C'est limité aussi. Donc et puis on a encore des choses à vous révéler par la suite. Le jeu n'est pas encore sorti donc. Très clairement. Alors les missions, clairement, elles sont donc centrées sur le système. Encore une fois, voilà. Et comment on peut les aborder ces missions ? Alors. Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir et qui change et qui est cool, je pense, c'est que les missions, on n'est pas forcé de les faire dans un ordre. C'est-à-dire il y a un système de followers, c'est-à-dire que DeadSec, le but avant tout de DeadSec est d'accroître leur influence et donc de récupérer des followers. Plus ils auront de followers, de gens qui les suivent, de gens qui leur apportent leur soutien, plus ils vont pouvoir réaliser le but, le hack du siècle et faire tomber tout ça, ce système, le CTOS. Et donc dans le jeu, on a un système de followers. Dès qu'on fait un truc, on gagne des followers. Plus on en a, on peut débloquer telle mission. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver avec 3 missions principales en parallèle. On choisit dans quel ordre on va les faire. Les cinématiques sont pensées pour qu'on ait une histoire cohérente malgré tout. Donc déjà premièrement ça c'est plutôt cool parce qu'il n'y a pas un fil directeur, c'est au joueur de choisir ce qu'il fait. Et ensuite chaque mission va être différente. Donc chaque mission va aborder déjà un thème de la surveillance de tout ça. Donc là par exemple la mission disponible est une mission où on aborde les objets connectés, les maisons qui nous surveillent, toutes les datas qui viennent de chez nous. Il y a d'autres missions qui vont être sur des politiciens véreux, sur les algorithmes de prédiction. On essaye de sensibiliser les gens à tous ces sujets-là. Et ensuite, dans chaque mission, ça va être au joueur de choisir. Évidemment, le hacking, puisque vous avez plein d'outils. Déjà, on a revu vraiment tout le hacking, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus juste un bouton et ça a quelque chose, c'est je presse le bouton et j'ai toute une possibilité de choses à faire. Je choisis, est-ce que je veux changer le profil de cette personne, est-ce que je veux faire sonner son téléphone, est-ce que je veux lui piquer de l'argent, est-ce que je veux espionner son message, c'est à vous de choisir. Pareil pour les voitures, pour tout ce qui est connecté. Donc le hacking bien sûr, avec les drones, on va pouvoir ouvrir les portes à distance, activer des voitures, renverser des gens et se frayer un chemin. Il y a la bonne vieille méthode du gros bourrin, j'arrive avec mon arme et je défonce tout le monde. Franchement, marche moins bien quand même. Alors ça dépend du skill. Après, c'est vrai. Franchement il y a moyen. Faut vraiment y aller à cover. De couverture en couverture, ça c'est super important. Si vous y allez comme un bourrin, vraiment c'est chaud. Mais ça peut marcher, mais sauf que il y a vite les flics qui se rameutent. Il faut faire avec tout gérer, ça. Mais il y a d'autres manières un peu plus rigolotes. Par exemple, je sais pas, j'ai un mec qui m'embête parce qu'il est là. Je change son profil, ça peut faire venir par exemple un gang. Parce que je vais dire au gang, ce mec, c'est le trade que vous cherchez. Le gang arrive, et ils vont s'occuper de lui et ils vont repartir. Ça peut être un truc pas mal.
par exemple. Donc c'est musclé, mais c'est fourbe. C'est ça, oui, ça marche bien. Et du coup, ça permet aussi de libérer la voie pour une éventuelle infiltration physique. Complètement. C'est génial. Et d'ailleurs, infiltration, parce qu'on peut aussi y aller en mode Splinter Cell, totale infiltration. On est discret, on tue personne, on se fait pas voir, les drones, Marcus tranquille à cover. C'est ça. À pas de loup, et c'est parti. Voilà. Donc en fait, concernant les drones, donc on a un drone volant, un drone terrestre, bien évidemment. Ouais. Les fonctions de hacking sont exactement du coup les mêmes, ou quasiment les mêmes que Marcus sur son téléphone. Ce qui fait que ça libère vraiment le champ pour les missions, pour le coup. Ça permet en fait d'être là sans être là. C'est un peu ça, c'est un peu une réplication de Marcus plus loin. Alors premièrement, la règle c'est de mettre Marcus en sécurité quand on utilise un drone, parce que s'il se fait choper pendant que le drone... on le voit tous assez rapidement, donc il faut bien se planquer. Et puis effectivement, avec le drone, on conserve en fait toutes les options de hacking qu'on peut faire quand on incarne Marcus. Il y a même des petits trucs en plus, par exemple le petit drone à roue, il peut insulter les gens et leur dire fuck you, comme ça, donc ça les distrait, ça les énerve, ça les énerve pas mal. Et ce drone-là, notamment, a un bras articulé qui peut aller aussi downloader des datas ou débrancher, rebrancher des choses. Exactement. Donc ouais, on a beaucoup de liberté avec les drones et c'est assez cool en fait parce que ça nous permet dans des espaces dans lesquels on peut pas rentrer, d'aller s'infiltrer quand même. C'est une vraie valeur ajoutée. Avant on avait que les caméras, là on a vraiment, donc on n'est plus sur un point fixe. Ouais. Voilà. On peut se déplacer. Et clairement. Il y a toujours les caméras d'ailleurs. Oui, il y a toujours les caméras. Pour ceux qui le souhaitent. Oui, très clairement. D'ailleurs, je voulais revenir sur un point, le gadget qui m'a beaucoup plu. En gros, on envoie une sorte je sais pas comment le dire, de galette, on va l'appeler ça comme ça, clairement. Une galette, ok. Voilà, une galette. Et qu'on peut hacker elle-même pour plusieurs actions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah là, il y en a plusieurs en fait. Il y en a qui vont provoquer soit des électrocutions, soit des vraies explosions sales. Par exemple, celui qui fait l'électrocution, effectivement, c'est un petit appareil qu'on envoie et à partir de là, on peut soit lui dire d'émettre un son pour attirer les gens. Une fois qu'ils sont devant, on change le programme pour électrocuter ces gens, et il y a plusieurs fonctionnalités comme ça, ce qui est plutôt cool parce que en fait là aussi on repousse un petit peu, on se réplique un peu plus loin et on se crée soi-même un appareil qui va nous permettre de faire quelque chose. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut hacker directement. S'il n'y a rien, on a ça. On le plante nous-mêmes et à partir de là on peut s'amuser avec. Du coup, en parlant de contrôle de la ville, on l'a vu dans les trailers, quand notamment on terminait une mission principale, donc on va pas montrer d'image là pour le coup, mais dans un trailer on voit Marcus qui descend en tyrolienne en fait d'une évacuation de mission, et on voit une énorme signature DedSec projetée sur l'immeuble. Ouais. Alors ça c'est juste énorme parce qu'en fait déjà on est aux US donc c'est toujours plus gros, et puis les hackers adorent apposer leur signature et il faut que ça soit visible de tous. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de surprises en termes de finalisation, en termes de signature entre guillemets là-dessus ? Parce que c'est du troll à l'état pur quoi. Là aussi je peux pas spoiler trop, mais sachez que tout ce qui est troll et signature c'est omniprésent dans le jeu. C'est la marque de DedSec, c'est on ne fait rien si c'est pas spectaculaire. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. C'est tout le temps surprenant. Il y a tout le temps des trucs super marrants qui arrivent à la fin. On s'y attend pas forcément. Dès le début, j'en dis pas plus. Il y a une mission qui est vraiment super cool où déjà on fait juste un truc de dingue dans la rue, marqué DedSec. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui revient constamment. C'est la philosophie de DedSec. C'est ok, on est sérieux, mais avec les codes du troll quoi. Justement, on peut rebondir rapidement sur DedSec. Quels sont les membres de DedSec ? Parce qu'on a l'impression que c'est une grosse firme alors qu'en fait pas du tout. En fait, c'est un gros collectif mondial qu'on avait déjà évoqué dans le premier, enfin américain mais mondial, qu'on avait déjà évoqué dans le premier Watch Dogs, un peu en surface sur DedSec. Ouais. Là, on s'intéresse vraiment au collectif, à la cellule de San Francisco. Donc ceux qui sont à San Francisco ne représentent pas l'intégralité de DedSec, c'est une cellule autonome de San Francisco. Mais effectivement, à la base, le noyau dur, ils sont pas énormément. Avant qu'il y ait Marcus, t'as Wrench, le personnage sur lequel on a pas mal communiqué avec son masque, avec des émoticônes dessus. Un peu kawaii, machin, etc. Ouais, c'est un mec qui est très très fun dans le jeu. C'est un peu le hacker déjanté qui est capable de tout bidouiller. C'est un bidouilleur de fou. Il est capable de faire plein de trucs, mais il est un peu incontrôlable. Et il aime bien que ça pète quoi. On a Josh qui est lui le hacker un peu plus introverti, le vrai codeur. C'est un génie du code, mais socialement c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc il est assez rigolo aussi dans le jeu parce que ses lignes elles sont assez cool. Et Sitara qui elle est peut-être le membre le plus engagé politique.
mais c'est aussi celle qui a fait toute dans le jeu, qui a fait toute la direction artistique de DeadSec. Donc tout ce qui apparaît, tous ces tags un peu DeadSec, tous ces visuels DeadSec, elle le fait justement pour accroître l'influence, pour que ça parle aux gens, pour que en fait ça devient un peu une marque au fur et à mesure dans le jeu. C'est un peu le but quelque part, mais une marque noble on va dire. Mais ouais, c'est un peu voilà, c'est la responsable visuel, un peu communication de DeadSec. D'accord, ok. Donc ça c'est les personnages principaux et puis pour la surprise, je sais pas, mais on vient de sortir justement un trailer qui montre le retour de T-Bone pour ceux qui se souviennent de T-Bone dans le premier, c'est un personnage que les joueurs avaient vraiment adoré. Oui. Et qui va lui aussi jouer un peu le rôle de mentor. D'accord. Pour cette équipe de petits jeunes hackers. T'as employé le mot de politique. Alors il y a une phase, j'imagine, politique, puisqu'en fait dans les trailers on voit Mark Truss. Est-ce que tu peux nous parler de lui et du coup de l'incidence, enfin c'est on va dire ces actions qui causent l'incidence par rapport au réseau social Invite notamment? En fait ce qui se passe, alors c'est pas un jeu qui a une vocation non plus politique beaucoup, mais il y a une mission effectivement où il y a ce politique qu'on soupçonne d'être de mèche avec le réseau Invite qui est un peu le grand réseau social de l'univers de Watch Dogs, qui ressemble un peu à ce qui existe en vrai, et on les soupçonne en fait de manipuler les opinions, de manipuler du coup les posts des gens, et par conséquence de manipuler les élections. Et c'est l'un en fait des sujets qu'on aborde dans le jeu. Comme je le disais tout à l'heure, on aborde les objets connectés, les datas, tout ça, les algorithmes. Mais ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est est-ce qu'aujourd'hui tout ce qu'on met, toute notre vie privée qu'on met sur internet, sur nos réseaux sociaux, est-ce que c'est pas un risque aussi qu'elle soit manipulée, ou est-ce que le fait qu'on puisse nous suggérer des posts plus que d'autres, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut manipuler nos opinions? C'est notamment un des sujets qu'on évoque dans cette mission. Il y a une sorte de message derrière ça quand même. Il y a une sorte de message, on essaie d'évoquer c'est un peu de l'anticipation, tous ces sujets digitaux. Il y a plein de séries ou autres qui le font aussi très bien, mais on avait envie d'utiliser ce thème qui était inspirant et qui va bien avec les hackers et ce qu'on appelle les activistes. Oui, avec un grand H. C'est vrai. Les hackers qui défendent, qui font ça pour la liberté de la vie privée de chacun. Très bien. On a eu rapidement quelques informations sur des gangs présents, notamment les bikers. Je vais te laisser en parler parce que je ne veux pas divulguer de choses. Voilà, tout simplement. Rapidement, on a eu les hackers, on a eu des bikers, ainsi que les hackers, mais qui utilisent le CityOS différemment. Je vais te laisser en parler pour le coup. Très rapidement, parce que ça c'est pareil, vous allez le découvrir dans le jeu, mais on a différents gangs dans la ville. Il y a des bikers et d'autres types de gangs qui vont intervenir. Là c'est assez libre, alors on va les voir dans les missions, mais c'est assez libre. Par exemple, je disais tout à l'heure, on peut changer le profil de quelqu'un pour faire venir des gangs. Si la police s'en mêle, d'un seul coup, ces gangs vont être en conflit avec la police et ça va continuer en fait dans le jeu. C'est-à-dire ces actes ont vraiment des conséquences par la suite. S'ils vont se recroiser dans une autre rue, ils vont là aussi se reprendre la tête. Donc les gangs sont importants. Et puis alors les autres collectifs de hackers, il y en a un notamment qui va vraiment poser des problèmes à DeadSec et qui n'agit pas du tout pour les mêmes raisons. C'est un peu ce qu'on a voulu incarner, le courant des Black Hats, ce qu'on appelle vraiment les Black Hats dans la réalité. Ce sont ces hackers qui le font pas forcément pour des raisons nobles ou sociales ou pour la vie privée, qui le font plus soit pour des raisons personnelles, soit pour s'enrichir, soit pour du troll pur et dur et gratos. Donc c'est un peu, il y a aussi d'autres collectifs qui vont représenter ces courants-là. Et là aussi, c'était une volonté d'essayer de représenter un peu tous les courants qui existent et puis de s'amuser avec tout ça. D'accord. Alors on va terminer l'interview avec le sujet du multijoueur. Okay. Donc le multijoueur, c'est qu'il y a un mode coop qui peut être en gros très facilement rejoint par un collègue, on peut lancer le mode coop. On peut aussi avoir des emojis pendant qu'on voit. Alors, je vais être plus clair, en gros, il y a un solo qui peut être rejoint par les copains. C'est ça, non? En fait, ouais, et pour être encore plus clair, on va dire que tout le monde est connecté. C'est-à-dire qu'on fait sa partie solo, et si on l'autorise, après ceux qui veulent pas du tout jouer en online, ils décochent et on s'en fout. Mais par contre, pour ceux que ça intéresse, dans leur monde ouvert, de temps en temps, ils vont croiser d'autres vrais joueurs. Ce sont au lieu que ce soit une IA, c'est un autre mec qui court. Du coup, ça lance un coop éventuel. Si on le souhaite, on va le voir. On a tout un tas d'emotes où on peut lui dire coucou ou dégage. Ouais. Et à partir de là, on peut choisir soit de continuer à deux. Donc c'est de la coop à deux. Donc en coop, on peut faire de l'exploration libre, faire n'importe quoi si on le souhaite. On peut aussi faire, il y a des tonnes de missions coop en fait qu'on peut faire et refaire pour améliorer son score et un système de leaderboard là-dessus. Ça c'est pas mal. Donc ça on va pouvoir le refaire. Et puis donc la coop c'est vraiment cool de ce côté-là parce que ça s'y prête vraiment. Et inversement, on a des activités online PVP
pour ceux qui souhaitent plutôt s'affronter, se clasher contre les autres joueurs. On va retrouver ce qu'on avait dans le premier, les intrusions. Voilà, online, génial. Où on peut rentrer dans la partie d'un autre, le hacker et puis avec les drones, ça va être très bon, ça, avec je pense. les drones, il y a vraiment matière à pas se faire repérer, c'est assez cool. Et on a une nouvelle activité qu'on appelle le chasseur de primes, où là c'est lié directement au niveau de recherche en fait. C'est-à-dire que plus vous faites n'importe quoi, plus vous avez de nombre de recherches et puis la police qui va être à vos trousses. Si vous êtes au max, il y a en plus des joueurs qui peuvent recevoir une notification dans leur partie. S'ils sont dans cette zone, ils vont pouvoir directement venir vous pourchasser. Vous aurez une prime sur la tête et il y a jusqu'à 3 joueurs que vous pouvez avoir derrière vous. Ce qui peut faire beaucoup. Ouais, ça peut faire beaucoup. Garder un œil toujours derrière et prendre la caisse qui va le plus vite possible. C'est ça, ouais. Voilà. Donc il y en a pour tout le monde. Mais tout ça, ça se passe sans revenir dans un menu, sans chargement. C'est complètement instantané et dans le monde ouvert. Et du coup, en termes d'activité, rapidement, on a des courses de drones, des courses de véhicules. Des courses de véhicules en tout genre d'ailleurs, de moto, cross ou de karts par exemple. On a aussi un mode, une application qui nous propose des courses de taxi. Ce qui est assez rigolo, donc il y a des gens qui vont vouloir soit se déplacer d'un point à l'autre, taxi normal, soit avoir des sensations fortes en voiture. D'accord. Donc là il va falloir lui en procurer un max par exemple. Ouais, ça rappelle un peu Crazy Taxi du coup, avec des sauts de dingue. Enfin voilà, il peut y avoir plein de trucs. On a une autre application qui nous rémunère et qui nous fait gagner des followers à chaque fois qu'on se prend en photo devant des lieux iconiques de San Francisco. Donc ça nous permet en plus de découvrir San Francisco, ses tags, ses monuments, etc. Il y a même des missions qui consistent à aller être photographe de mariage en vrai, donc il faut aller prendre des gens en photo. Il y a plein de trucs un peu déconnants. Je vais pas vous en dire trop, il y a vraiment beaucoup d'activités annexes différentes. Et puis des missions annexes, on a parlé des opérations tout à l'heure, mais il y a les principales, mais aussi toutes les missions annexes, il y a des contrats aussi, il y a des trucs un peu improbables à faire, il y a des gens à infiltrer. Donc voilà, le contenu est vraiment colossal, en termes de missions c'est vraiment énorme. Bon, je te remercie du coup d'avoir accordé cette interview à RG. Avec plaisir. Et puis écoute, c'est avec plaisir qu'on te retrouvera et qu'on retrouvera Watch Dogs 2 dans les bacs très prochainement. Tu nous rappelles la date de sortie ? Le 15 novembre. Le 15 novembre. PS4, One et PC. Très bien. Voilà. Merci à toi. Merci à vous. Et puis on se dit à très vite. J'espère. Allez, ciao. À bientôt. Vous avez du matos là, hein ?